écoute, merci de ton invitation. Donc aujourd'hui, c'est une journée un peu embarrassée par le marathon de Paris et par le vide-grenier. Voilà, et ça tombe très bien puisque le héros mélancolique ressort à la fois du marathon et du vide-grenier. Donc nous y sommes. Voilà. Alors je vais m'articuler sur ce que tu viens de dire, puisque au fond, dans les conversations que nous avons eues, on était en accord, toi et moi, sur le fait qu'il y avait un moteur, on va dire, en termes aristotéliciens, un moteur mélancolique qui ne carburait pas nécessairement avec l'énergie que pouvaient lui prodiguer les épisodes maniaques. Et je m'articule là sur ce que tu dis. Moi, je vais développer la question du héros mélancolique plutôt dans la philosophie antique, mais enfin dans son retentissement jusqu'à l'âge romantique quand même. Mais dans ce que tu dis, on opposerait, ce qui ne veut pas dire qu'on contrasterait comme si c'était des états qui devaient être clivés, mais assez aisément la jubilation du sujet devant le miroir, là où il ramasse des traces éparses dans un contour de forme qu'il devra assumer en dépassant quelques rivalités imaginaires. Il y a une jubilation, c'est une chose qui a été constatée bien avant Lacan. Lacan a pris ce terme de jubilation pour désigner cet affect à la fois d'excitation et de reconnaissance excitée, n'est-ce pas, qui avait déjà été signalé par Rousseau, par Darwin et par Vallon avant lui. Et puis il y a une autre notion, qui est la notion de ravissement. C'est pas la jubilation, c'est pas la jubilation devant le miroir, c'est pas enfin je m'y retrouve, enfin je suis chez moi dans mon image. C'est la rencontre avec une vibration du réel qui peut ne pas être traumatique, c'est un moment comme ça de ravissement. C'est un autre bord de la rencontre avec le réel que le trauma, où en fait effraction, et vient contrarier directement, réduire en ruine cette jubilation que nous avons à nous croire nous-mêmes. Là, c'est autre chose, c'est un ravissement, c'est une expérience au fond que le monde nous donne un rendez-vous que nous devons cerner, que nous devons reprendre, au risque de s'y engloutir, mais il faut toucher ce point. En somme, notre image et les signifiants qui s'y raccrochent parfois de trop nous disposent d'une certaine carrière dans le monde, et le ravissement nous dispose à une destinée dans le rêve du monde. C'est des choses assez différentes. Or, il me semble que cette propension au ravissement et ce dégoût, en quelque sorte, de l'image, est une notation que bien des auteurs depuis fort longtemps ont attribuée au pouvoir de la mélancolie. Alors, ce mot de mélancolie, nous savons qu'il a embarrassé la psychiatrie naissante, celle d'Esquirol, qui trouvait au fond que c'était un mot beaucoup trop vaste, peut-être trop généreux, peut-être trop flou, qu'il convenait de réserver, je cite Esquirol, en 1938, aux gens du monde et aux poètes. Et là, nous retrouvons qu'avec l'expérience du monde et l'expérience poétique du monde, enfin, l'expérience de ravissement du monde qui peut être le trognon de l'expérience poétique du monde, et qu'il fallait remplacer ça par le mot de l'hypémanie. Ça a fait absolument flop, et la mélancolie continue à nous hanter depuis fort longtemps. Alors, je vais essayer de raconter ce périple de la mélancolie, en prenant quelques dates, bien sûr, quelques balises, peut-être un peu hâtives. Bon. D'abord, à noter que si le mot de mélancolie existe depuis le 8e siècle, avant notre ère, Jésus-Christ, comme on dit, que l'on trouve quelques idées de la mélancolie, quelques mentions de la mélancolie dans l'Iliade chez Homère, le mot de manie, lui, je veux dire que c'est beaucoup plus récent, puisque c'est le 2e siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère, on dit, hein, et que pendant les 6 siècles qui séparent le chant 6 de Bellérophon des écrits post-pythagoriciens du 2e siècle avant notre ère, la mélancolie a connu déjà une formidable épopée. Alors, donc, elle a été célébrée comme une disposition de l'âme, ou une disposition de l'esprit, avant d'avoir reçu sa localisation dans la médecine. Une des premières mentions du héros mélancolique, c'est celle qu'au chant 6 de l'Iliade, Homère va faire de Bellérophon. Bellérophon, c'est un guerrier exemplaire. La guerre de Troie ne donne pas toujours aux Athéniens l'idée que c'était une guerre flatteuse, et le fait que Ulysse ait triomphé par la ruse n'est pas quelque chose qui est très valorisé.
La Russe sera valorisée pour nous ultérieurement, mais jusqu'à la Renaissance, Ulysse n'est pas un héros si considéré que cela, à preuve par exemple le chant 20 de l'enfer ou Dante, le vous au châtiment. Non, le héros athénien, tel que défini plus tard par Aristote, c'est celui qui ne craint pas de mourir, mais qui craint de donner la mort. Voilà, c'est ça le héros, le guerrier athénien exemplaire. Bon. Les Athéniens engagés dans la guerre de Troie sont pas si exemplaires que cela, hormis Bellérophon qui est valorisé, récompensé, comme on dirait maintenant, pour son courage par les dieux qui décident de lui offrir Pégase. Pégase, vous savez, le cheval volant. Et Bellérophon, à ce moment-là, il se sent plus de joie, comme on dit, il enfourche Pégase et décide d'aller faire un tour jusqu'en haut de l'Olympe. Et là, tous les dieux sont contre lui. C'est la seule transgression. Les dieux aiment bien, on pourrait le dire comme ça, faire des paris sur les humains. Est-ce que je les protège? Est-ce que les protège pas? Tiens, celui-là, je vais l'enquiquiner. Mais est-ce que tu peux le protéger? Enfin, on est toujours des objets de négoce dans les caprices des dieux. Les dieux, eh bien, les Grecs croyaient qu'ils avaient des dieux, mais ils ne les croyaient pas, soulignait Lacan, fin lecteur du reste des Hellénistes. Non. Mais alors, en ce qui concerne Bellérophon, tous les dieux sont contre lui. Il jette Pégase et ses cavaliers à terre, dans la plaine aélienne, et désormais, rongeant son cœur, il errait dans la plaine aélienne, redoutant le pas des humains, et là disparaît Bellérophon. Donc c'est une des premières notions très importantes de la mélancolie, c'est d'une part celle que l'ensemble des dieux, ce que l'on pourrait appeler le divin, là ça a un sens. C'est pas les diverses composantes du divin ou les divinités en bisbille, en marchandage et que sais-je encore. C'est l'ensemble des dieux refuse que Bellérophon puisse avoir le moindre commerce et avec les hommes et avec les dieux, avec les semblables, avec le grand autre, puisqu'on aime bien parfois badigeonner tout ça. Et que d'autre part, l'exil, pour Homère, l'exil c'est pas une bonne chose. Hein, et c'est peut-être difficile de se représenter cela, puisque dans nos cultures monothéistes, qui impliquent encore une certaine symbolisation de notre rapport à l'espace et au temps, l'exil, c'est la condition du surgissement d'une vérité. Le désert n'est pas une plaine infertile. Le désert est une plaine vide de toute construction humaine, parce que c'est l'endroit où Dieu attend un homme qui serait capable de lire ce qui n'a jamais été écrit, d'entendre ce qui n'a jamais été entendu, etc., etc. Donc, autre aspect du mélancolique, c'est l'exilé sans retour. Ce sera plus tard un aspect politique, je le cite brièvement, puisque pour Alexandre le Grand, se posait la grande question de ne pas retourner. Non seulement de ne pas retourner en tant que conquérant qui retourne au pays faire un triomphe, du reste c'était pas le style tout à fait de l'époque, mais les corps morts de ses camarades de combat peuvent-ils être inhumés en Grèce? C'était le gros problème que se posait Alexandre. Il avait pour cela besoin des lumières d'Aristote, son précepteur, avec lequel il restait en contact par le biais d'émissaires qui n'arrêtaient pas de faire la navette, j'irais jusqu'à l'Hellespont, entre les armées d'Alexandre et le magistère d'Aristote. Mais revenons donc à Aristote. Pourquoi? Eh bien parce qu'Aristote, c'est sans doute de tous les philosophes, même s'il y a bien sûr le Phèdre de Platon sur la folie antique, de tous les philosophes, celui qui a tenté de creuser le plus ce qu'était le rapport du mélancolique au beau et à la vérité. Nous disposons là de deux textes majeurs, de la vérité des songes et surtout l'incise 31 de la métaphysique qu'on appelle le problème 31, l'homme de génie en son rapport à la mélancolie, ou l'homme de génie et la mélancolie, ou parfois encore présenté par les disciples d'Aristote comme l'essai sur la santé du mélancolique, mais je dois dire que ce sous-titre me semble quelque peu réducteur. Alors, Aristote on ne sait pas trop s'il était médecin. Souvent, on se dit c'est un médecin, fils de médecin, etc. Ça semble un peu contesté par beaucoup de ses contemporains. Qu'importe. Aristote va s'appuyer sur la doctrine des 4 éléments. Je crois que ce sont des choses assez connues, je ne vais pas m'appesantir plus que cela. La doctrine des 4 éléments ou des 4 humeurs. Bon.
Je la résume très rapidement. Le corps humain est le véhicule de 4 humeurs, le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Attardons-nous sur bile noire, puisque bile noire en grec s'appelle mélancolia. 4 humeurs qui ne sont pas stables, qui ne sont pas fixes, qui sont appelées à dominer à certains moments et à d'autres pas, qui doivent toujours s'équilibrer, mais dans ce mouvement de transmutation, de rééquilibrage, transmutation d'une humeur dans une autre, rééquilibrage des humeurs en défaut, qu'on appelle les humeurs pécantes jusqu'à Molière, ou des humeurs en excès, dans le mouvement de rééquilibrage, il y aura toujours un reste, un résidu. Alors, la bile noire, c'est à la fois le nom d'une des 4 humeurs, et le nom, au fond, d'un résidu, de quelque chose qui ne peut pas se transformer d'une humeur en une autre. En d'autres termes, le privilège de la bile noire est à la fois d'être le nom d'un élément, d'une des 4 composantes, mais aussi d'être le nom de ce qui échoue dans la transmutation d'une composante dans une autre. Ces 4 humeurs, on pourrait croire très rapidement, et c'est une erreur, je pense, quels sont le signe que nous passons, on dirait, d'un monde complètement mythologique à un monde scientifique. Au fond, Aristote, prenant appui sur les travaux de Pythagore, parce que la figure de Pythagore immense est sous-jacente à tout ce texte, qu'Aristote, prenant appui sur les travaux de Pythagore, fait de la médecine. C'est vrai et c'est pas vrai, pour un certain nombre de raisons que je vais détailler très rapidement, avant d'arriver au problème mélancolique en tant que tel. Premièrement, 4, pourquoi? Eh bien, parce que selon Pythagore, c'est le nombre parfait. Ça, c'est très important. Les humeurs sont attachées aux éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Or, ces éléments, avant la grande religion grecque que nous connaissons, soit par lecture, soit par péplum, avant cette grande religion grecque, les éléments étaient déjà divinisés. Nous trouvons dans la religion mycénienne des traces de la divinisation de ces 4 éléments. Je me suis toujours demandé si, au fond, ce retour à un ésotérisme qui est celui de Pythagore, et à ce retour à cette conception des 4 éléments, qui définirait, selon un des neveux du reste un genre d'Hippocrate, Polybe, la nature humaine, c'est un livre très important, la nature humaine de Polybe, je me suis toujours demandé, et j'en parlais avec les copains hellénistes qui trouvent que mon interrogation n'est pas tout à fait saugrenue, si ce retour à une divinisation de la nature, propre à la religion mycénienne, à l'époque de la démocratie athénienne, ne venait pas du fait que la démocratie athénienne offre la possibilité d'avoir un nouveau rapport possible avec les dieux. Au fond, il se pourrait que les dieux aient oublié la cité ou s'en maintiennent à distance. Ce qui sera poussé à beaucoup de ces conséquences chez les épicuriens qui inventent déjà une formule de l'athéisme. Alors, est-ce qu'une cité peut vivre sans Dieu? Est-ce que la mise à distance de la religiosité, la mise à distance de la superstition, c'est le fait qu'on accumule les rituels, les sacrifices, c'est la définition que donne Lucrèce dans De Natura Rerum, est-ce que cette mise à distance de la religiosité et de la superstition n'a pas comme conséquence que l'on essaye de retrouver les paroles anciennes, les voix qui se sont tues, les croyances qui se sont estompées. Toujours est-il que dans cette idée des 4 humeurs et des 4 éléments, nous ne sommes pas dans le naturalisme, et le mot de la nature de l'homme, tant de fois utilisé après Pythagore et surtout par son gendre Polybe, ne plaide pas pour un naturaliste qui serait celui, par exemple, qui, pour nous, coïnciderait avec la médecine expérimentale de Claude Bernard. Alors, voilà ce que c'est que le mélancolique. C'est un homme qui, accidentellement, souffre d'une inertie de la bile noire. Donc se pose la question de savoir dans quel lieu du corps cette inertie résiduelle de la bile noire va exercer sa pesanteur. Est-ce que c'est du côté des organes de l'appétit et de la digestion, auquel cas nous aurions déjà des descriptions, mais le mot de manie n'y est pas, des descriptions d'appétence. Cette mélancolie-là, nous dit Aristote dans un passage assez amusant, est analogue à ce qu'entraînent sur un sujet non mélancolique les effets d'un enivrement. Mais supposons maintenant que
ce résidu de la bile noire monte, comme on dit, à la tête, monte, comme on dit, au cerveau, expression du reste qui nous parle encore quelque peu. Ça lui est monté à la tête, ça lui est monté à la cervelle, il s'est fait de la bile là-haut. Eh bien, nous aurions alors un homme passionné. Un homme passionné, mais cette passion n'est pas du tout analogue à ce que l'on pourrait appeler la fureur ou la folie maniaque. Alors, quelle est cette passion de la mélancolie? Eh bien, elle se caractérise par deux directions. D'une part, la passion de la métamorphose, la passion de devenir autre. Cela, tout à fait, nous dit Aristote, est visible. L'homme mélancolique est un proté. Il veut se changer. Il veut être autre. Je l'ai déjà dit. Mais c'est également, et là nous sommes dans des temps anciens, mais c'est pas sans résonance avec ce que tu nous disais, que cette passion d'être un autre, c'est une passion qui est dictée par l'inspiration. C'est que, au fond, l'homme mélancolique, lorsque la bile noire insiste au niveau de ses facultés mentales supérieures, comme on le dit, c'est l'homme de l'occasion. C'est l'homme de la métamorphose et c'est l'homme de l'occasion. Il manifeste une sensibilité suraiguë à ce qui l'entoure. Il n'est jamais, en quelque sorte, content de voir le monde tel qu'il est. Il a la passion de la contemplation. Il aime, au fond, se loger dans une position de contemplation extatique où l'inspiration lui vient que le monde pourrait être autre. Et, nous dit Aristote, cette passion du déplacement peut faire de lui un bon philosophe. Car, après tout, c'est la passion de crever le voile de l'opinion pour atteindre à la vérité. De sorte que l'attaque de ce texte qui a résonné jusqu'à la Renaissance, qui était une source d'inspiration pour un certain nombre de penseurs, dont notamment Giovanni Pico de la Mirandole au XIVe siècle, de sorte que cette attaque du problème que je vais citer renvoie non pas à la mélancolie comme maladie, mais à la mélancolie comme trouvant son énergie propre entre de l'extase à l'inspiration. L'attaque du problème, c'est comment se fait-il que tous les êtres remarquables dans le domaine des arts, de la politique, de la littérature, de la poésie, soient sans exception des mélancoliques. Comment se fait-il? C'est ça l'attaque du problème. Bon. Venons-en peut-être, car tu parlais des liens entre héroïsme et histoire, à une situation politique de ce texte qui trouvera son héritage et peut-être son prolongement le plus direct quelques siècles plus tard chez les Latins et en particulier chez les Stoïques. Nous avons une habitude classificatoire utile pour ranger les livres dans notre bibliothèque, mais qui ne permet pas peut-être de comprendre la dynamique qui court d'un livre à un autre, ou pour le dire en termes plus imagés, la conversation que certains livres peuvent entreprendre depuis des siècles avec d'autres livres au-dessus de notre tête, conversation qui échappe à notre esprit si nous sommes toujours gagnés par la manie du rangement. Il est peut-être un peu vain de décrire Aristote comme un philosophe, un point c'est tout, si nous avons en tête, par exemple, Emmanuel Kant, René Descartes ou Hegel, etc. Aristote, c'est le nom d'un ensemble, presque un laboratoire à lui tout seul, avec quelques-uns, bien sûr, de ses disciples, dont le très brillant Théophraste. Aussi bien, on peut dire qu'il a écrit des traités médicaux, bien sûr, qu'il a écrit des traités politiques, évidemment, qu'il a écrit des traités de la physique, puis de la métaphysique, au rang desquels est inclus ce texte. Mais c'est un ensemble. Aristote, c'est un ensemble, et l'intelligence politique d'Aristote, que nous répétons ad nauseam le cliché de l'animal politique, sans peut-être trop savoir ce que ça veut dire, n'est pas disjoint de son traité sur l'esthétique, n'est pas disjoint de son traité sur la poétique, puisque, vous le savez, le théâtre est une façon, par la catharsis, de faire naître en chacun une espèce de concernement, voire d'amour pour des passions qui restent des passions internes à l'exercice éthique de la citoyenneté,
la crainte, la pitié sont des vertus même de citoyenneté. Donc on ne peut pas découper Aristote en modèle. Or, le texte d'Aristote arrive à un moment où la cité athénienne est dans un moment, on va dire, d'hésitation, de crise. Par exemple, si pour Platon, l'ensemble des citoyens libres se repérait par l'opinion vraie, et au fond quelque chose où le logos et le politique trouvaient leur tressage évident. Bon. Si pour Platon, le grand désir socratique était accompli, alors qu'est-ce que j'appelle le grand désir socratique? C'est que quand Socrate parle avec un interlocuteur, quel qu'il soit, il ne lui apprend rien. Il lui apprend qu'il savait quelque chose et qu'il ignorait qu'il le savait. Mais il ne suffit pas de dire ça. La maïeutique, c'est pas dire « tu avais quelque chose dans ta poche, tu ne le savais pas, regarde ta poche ». La maïeutique, c'est quelque chose qui consiste à purger le sujet d'une passion qui est l'amour de la méconnaissance. La maïeutique, c'est de dire au sujet « tu dois te débarrasser de cet amour funeste que tu portes à la passion de ne rien vouloir savoir ». Et alors, les citoyens sont des sujets qui ont été guéris par la philosophie de cette passion de la méconnaissance, qui leur permet du reste de s'équilibrer autrement entre l'amour et la haine. C'est un des grands projets, par exemple le banquet, on comprend, les gens de la Renaissance par Sulfissa l'ont très bien compris, que parce que d'une certaine façon on est purgé de la méconnaissance, on peut parler philosophiquement de l'amour et de la haine. Bon. Donc cette purgation de la méconnaissance, c'est le désir de Socrate. C'est là. Hein. En courant, on a pu dire que c'était proche du désir d'analyse, c'est pas si faux. Enfin, ce sont des approximations. Bon. Tout ça est vrai, je dirais, dans l'ordre du langage. L'opinion vraie, c'est le langage qui se donne dans sa clarté. Le seul problème, c'est que le registre humain n'est pas que celui du langage, c'est celui de la parole. Or, la parole, vous connaissez le cliché, la meilleure et la pire des choses, peut être le truchement par lequel s'opère une purgation de la méconnaissance, comme le truchement par lequel est flattée la méconnaissance. Et là apparaît la figure politique du despote, du tyran, du démagogue. Le démagogue, c'est quelqu'un qui dit « Ne vous inquiétez pas, je vais continuer à diriger vos affaires, et vous, comme une bande de petits pourceaux, l'expression de Platon, comme une bande de petits pourceaux, vous pourrez continuer à vous vautrer dans la boue de votre méconnaissance. » Bon. Or, il se trouve quand même que la philosophie grecque n'est pas qu'une philosophie du langage, ou qu'une philosophie du logos, ou qu'une philosophie de l'idée. Elle est aussi une philosophie de la parole. Et cette philosophie de la parole apparaît avec les sophistes. Il ne s'agit pas de les diaboliser, parce que nous savons peut-être que le premier qui s'est réclamé être psychothérapeute, soit il est psychiste par le voie du psychisme et par la parole, était un sophiste du nom d'Antiphon. Alors, qu'est-ce qui se passe si le sophiste prend goût au pouvoir politique? Là, c'est un gros problème. Chez Platon, vous trouvez cette inquiétude à la toute fin de son œuvre, pour ce que l'on a pu en établir chronologiquement, bien sûr, dans un dialogue qui s'appelle le politique, où Socrate ne discute pas avec les diverses représentants de la société athénienne, qui vont peut-être de son camarade de promotion philosophique jusqu'à l'esclave, en passant par le Phèdre, etc. Platon discute avec l'inconnu, l'étranger. C'est l'étranger. Est-ce que cet étranger est Aristote, l'étranger Méthèque? Peut-être, on n'en sait rien, c'est séduisant. Mais en tout cas, Platon discute avec l'étranger. De quoi discute-t-il dans le politique? Du fait que son système péchait d'une certaine façon par trop d'optimisme. Que on n'est jamais guéri une bonne fois pour toutes de la passion de la méconnaissance. On dirait du reste, il y a des effets d'analyse qui sont transitoires après les fins d'analyse. On n'est jamais guéri de cela. Et que le goût pour la démagogie, le goût pour le sophisme au pouvoir, pas dans les cabinets déjà naissants des psychothérapeutes, style Antiphon, eh bien, peut compromettre toute la rationalité de la politique. Et ça, c'est très important. Et Aristote est devant cette inquiétude. Il est devant cette inquiétude, d'une part parce que les guerres sont tout à fait importantes, d'autre part parce que commence
pour des tas de raisons. Le premier discrédit des figures politiques éminentes de la démocratie athénienne. Et c'est là où le mélancolique va prendre une autre valeur. Laquelle? Eh bien, le mélancolique, parce qu'il est un proté intarissable, qu'il veut toujours voir l'envers des choses, qu'il veut toujours se porter, je dirais, la jubilation ne le contente pas, le ravissement le concerne. Il y a sans doute autre chose, c'est que le mélancolique n'a pas le goût des semblants, il n'a pas le goût du porte-à-faux, il n'a pas le goût de la vanité des choses. Et il ne supporte pas les séductions de l'opinion. En d'autres termes, le philosophe, l'homme de la philosophie, tend la main à l'homme de la maladie, dont il va reconnaître le génie, qu'il ne va pas enclore dans la psychopathologie comme nous le faisons si souvent, qu'il ne va pas résorber, il ne résorbera pas l'énigme de la mélancolie dans la fascination pour la manie. Il tend la main à ceux qui, dans la mélancolie, refusent les appâts fallacieux de l'opinion sophiste et des semblants. Aussi bien faut-il aider le mélancolique à mesure qu'il nous aide. Aussi bien le philosophe va se porter au secours du mélancolique, à mesure qu'il reconnaît dans le mélancolique la version sans doute enflammée et impérieuse de son propre désir de philosophe. En cela, écouter le philosophe, pour le mélancolique, c'est se soigner, mais écouter le mélancolique pour le philosophe, c'est, comme je m'excuse, c'est un cliché, ne pas céder sur son désir de philosophe. De sorte que cet homme de génie, cet homme qui continuera à vouloir s'orienter vers le beau et vers l'art, qui peut-être plus facilement, c'est-à-dire plus rapidement, mais non pas moins douloureusement, que le philosophe ou que l'artiste renommé, consacré, ira vers le beau et vers le vrai, que ce génie mélancolique rapide, mais ne trouvant pas dans l'épuisement de la manie les raisons de sa rapidité, eh bien, ce génie mélancolique est l'aiguillon avant-coureur des théories philosophiques. Alors, il faut écouter le mélancolique, il faut en prendre soin, mais si la culture philosophique apporte quelque chose à la mélancolie, le contre-jour de cette assertion est juste, le mélancolique apporte quelque chose au philosophe, mais là, je me répète un peu. Mais nous allons trouver une exaltation, comme ça, de la mélancolie chez les auteurs latins, qui sont des auteurs également très concernés par le fait non pas qu'il faille sauver la démocratie, c'était le mot grec, mais qu'il faut sauver la République. Olugel, chroniqueur romain du IIe siècle, nous raconte dans un ouvrage délicieux qui s'appelle Les Nuatiques sur le mode d'une ironie qui est pour lui la façon de faire valoir une vérité sans heurter le lecteur et non pas une façon de réduire par la dérision le motif qu'il brode, nous raconte l'histoire de deux amis qui se promènent et qui ont rencontré un mélancolique. On l'a vu, le mélancolique. Il est sombre, il est taciturne, il est téméraire aussi, il est un peu furieux. Mais te rends-tu compte, dit l'un à l'autre, que lorsqu'il parle, ses axiomes et ses phrases ont la beauté de la vérité de nos plus grands philosophes. Cicéron, dans les Tusculanes, dira pas du philosophe, non, pardon, mais du mélancolique qu'il est furieux. Voilà donc l'héritage grec vit chez les Romains, qui donne peut-être au mélancolique encore plus de splendeur, et parce qu'il lui confère un statut de pouvoir dire le vrai et d'être dans un rapport de furieux, lorsque le monde qui l'entoure se contente des faux semblants ou des fausses paroles. Voilà ce qu'est le mélancolique, à coup sûr, bien sûr, un héros. Or, cet héritage de la mélancolie a été quelque peu maltraité dans l'Occident chrétien par les pères de l'Église. Pour une raison très simple, c'est que l'expérience mystique, extatique, le rapport qui va directement vers le divin, sans se passer des cautions de l'institution, était quelque chose de très, l'expression est badine, mais enfin, je dirais, très en vogue chez les pères du désert. C'était des spécialistes de l'extase.
Et dès lors qu'il a fallu fonder et une théologie et une organisation garantie par la théologie, et mettant du reste les théologiens dans un coin assez reculé, ne les sortant que lorsqu'il fallait prendre le pouvoir lors des conciles, dès lors donc que l'Église s'institue 4 siècles après ce qui est considéré comme étant la mort de Christ, eh bien, il s'agit de remettre à la maison ceux qui sont partis s'égarer dans le désert. On considère bien sûr, on a la plus grande vénération pour Saint Jérôme, mais les autres sont pas très très bien vus. Et du reste, Saint Jérôme lui-même, n'aura de cesse de dire que l'extase pour lui, c'est pas la fin en soi, que l'extase pour lui, c'est quoi? C'est ce qui lui permet peut-être d'avoir c'est la solitude qui lui permet de travailler à la traduction de la Bible en latin. Il écrira que la mélancolie est le bain du diable. Et le bain du diable. Le bain du diable. Et Saint Jérôme reprendra cette affaire avec beaucoup de véhémence. Alors, on assiste à ce moment-là à une idée qu'il y a un péché radical dans le rapport de l'homme aux autres et au divin, ce péché d'assédia, qui n'est pas simplement la torpeur, c'est pas la mélancolie turpide, c'est cette propension à se laisser gagner dans une passivité par l'extase, c'est la propension à l'extatisme. Et cela n'est pas possible, car ce qui doit être privilégié au contact immédiat avec le divin, c'est le contact avec l'orthodoxie et avec le dogme. Donc, on voit très bien que la répression contre, qui commence, du reste, très très rapidement, on reprend les écrits de saint Paul à cet égard, Saint Jérôme, Évagre le Pontique reprennent les écrits de saint Paul, mais que la répression contre l'assédia permettra après à l'Église de commencer à avoir une véritable réflexion politico-théologique, donc les théologiens on les met à part pour leur sort, dans les conciles successifs qui vont du reste débarrasser à tort enfin, je trouve que c'est quand même une grande perdition, l'Église chrétienne de ses surgeons ou de ses mémoires orientales. Alors, discrédit du mélancolique, jusqu'à peut-être que quelqu'un nous le redonne avec quelques lustres. Il s'agit d'Hildegarde de Bingen, toute fin XIIe siècle, XIIIe siècle, elle aussi, finalement, une académie à elle seule. Musicienne, poétesse, théologienne, écrivant des œuvres sur la nature, des pages magnifiques sur les batraciens, les pages d'Hildegarde de Bingen sur les crapauds, c'est absolument extraordinaire. Et qui va peut-être nous restituer la figure du mélancolique du côté de l'exilé, de celui qui a perdu, puisque les deux grandes figures sont Adam et sont Joseph, le père de l'humanité et le père du Christ. Le mélancolique, c'est une des variations de la figure du père, qui n'est pas une figure divinisée du père, il n'y a pas qu'un père. La dette au père, je veux bien, mais il y a plusieurs pères, toujours, dès qu'on réfléchit un peu, même dans les sociétés africaines, quand un homme épouse une femme, il doit quelque chose au père de cette femme, mais il y a des arrangements avec les grands-pères, enfin, c'est pas la dette au père. Alors, la dette au père au pluriel, les différentes figures du père, ça, je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est quand on pense qu'il n'y a qu'un seul père. Là, c'est mal barré. Bon, alors, voilà. Le héros mélancolique d'Hildegarde, c'est ce père qui a failli. Mais c'est pas une condamnation morale du tout. Ce père qui a failli, parce que c'est sur cette faille que se précise et se préfigure un nouveau rapport au père. Après tout, si Adam, comme on dit, n'avait pas croqué la pomme, aurait-il été père. Bon. Donc, il y a chez Hildegarde une très grande méditation sur le fait que le mélancolique nous apporte, non pas la maladie, non pas la peste, non pas la manie, n'est-ce pas, mais le rappel de notre incomplétude, et que c'est à partir de notre incomplétude qu'on transmet. Voilà. Il n'y a aucune condamnation d'Adam, aucune condamnation de Joseph, bien au contraire une valorisation et d'Adam et de Joseph, qui sont l'un comme l'autre considérés comme des mélancoliques, on va dire, féconds. On trouverait d'autres, mais je ne voudrais pas faire un capharnaüm d'érudition névrotique quand même, mais on trouverait d'autres figures comme ça, de cette mélancolie réhabilitée. On
en particulier chez les alchimistes et mystiques allemands du XIIIe, XIVe siècle, comme l'a établi Alexandre Kogré. Le mélancolique retrouve quand même beaucoup de sa santé et de son lustre à la Renaissance. En particulier dans la Renaissance italienne, et je vais sans doute m'en tenir là, pour une raison assez simple, c'est que la Renaissance retrouve l'idée, ou reconsidère l'idée, qu'il n'y a pas de miroir du monde. Il y a des cartographies du monde, il n'y a pas de miroir. La Bible n'est plus le miroir du monde. Le nouveau monde, c'est pas le monde qu'on vient de découvrir, c'est celui qui n'a pas sa description, qui n'a pas sa position dans la Bible. Donc, la grande discussion quant à savoir si les Indiens sont des hommes, alors que rien d'eux n'est annoncé dans la Bible. Bien sûr, motivation économique, évidemment. Donc, la Renaissance, c'est une espèce d'abolition du miroir au profit de l'anatomie. Cartographie. Anatomie de la mélancolie de Burton, cartographie du monde, etc., etc. Un simple tableau nous donnerait la mesure de cet effondrement de l'adéquation entre le corps humain et le cosmos, nous donnerait la mesure de ce décentrement de l'homme, de cette perte radicale que l'homme s'inflige à lui-même, nous donnerait enfin la mesure, peut-être, du fait que l'homme va inventer pour chaque destin quelque chose de sa propre garantie. Que le monde soit turbulence, nous le savons, Galilée, Copernic, Galilée, Tycho Brahe, ça nous le savons. Que le monde soit cette espèce que l'univers, que le cosmos, et sa circonférence comme ça qui se déplace incertaine avec son centre nulle part, nous le savons avec Nicolas Dupuès. Mais regardons, ne serait-ce qu'un fragment de minute, le tableau que vous trouverez à Londres, à National Gallery, qui est le tableau de Holbein de 1533, Les ambassadeurs. Il est très connu puisqu'il a cette anamorphose, cette espèce de latescence osseuse, qu'il osse de sèche, déposée, presque jetée, entre l'ambassadeur de cour, l'ambassadeur d'épée, de Danville, et puis l'ambassadeur de Robe, l'archevêque d'Albi, l'archevêque de Sèvres, qui étaient les deux ambassadeurs de François Ier au camp du Drap d'Or. Derrière eux, sur une étagère, l'étagement, si je puis me permettre, des savoirs antiques. Le trivium et le quadrivium, ces grands savoirs antiques qui nous ont été donnés par Bède le Vénérable. C'est-à-dire les arts de la parole, la grammaire, la rhétorique et la logique, les arts de la mathématique, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Ces instruments-là sont en état de défaut. Ils ne fonctionnent plus très bien et la grande corde du luth est brisée. Mais c'est cette latescence osseuse qui nous intéresse. On sait tous qu'il suffit de se placer parallèlement au tableau pour y voir se redresser une tête de mort, etc., etc. Ce qui m'a semblé plus intéressant lorsque j'ai repris ce tableau, j'ai eu mon petit syndrome de Stendhal, mais tout petit, à National, c'est qu'au fond, il y a un crâne. Alors, il y a beaucoup de tableaux dans lesquels il y a des crânes, c'est des crucifixions. Vous ne voyez pas une crucifixion sans un crâne. Le crâne d'Adam est toujours sous la croix du Christ. Le crâne d'Adam, c'est le symbole du péché que le Christ, par son sacrifice, est venu, dont il est venu nous débarrasser, paraît-il. Bon. Donc, moi je me suis dit, s'il y a un crâne, comment se fait-il qu'il n'y a pas de crucifix? Ben, c'est pas une vanité non plus. Il n'y a rien dans ce tableau qui nous évoquerait la luxuriance évanescente des cinq sens. Peut-être la musique avec le luth, mais la corde est brisée, rien qui évoque le goût, le toucher, l'odorat, la vue. Bon. Aussi, je me suis dit, il doit y avoir un crucifix quelque part. Et bien sûr, le crucifix est là. Il est là à demi, c'est un tout petit détail, à demi dérobé par la damasquinerie verte, splendide, qui occupe une bonne part du tableau en haut à gauche. Donc l'anamorphose, c'est pas la tâche. L'anamorphose, c'est le détachement du crâne de la croix. En ce sens, ce tableau, c'est
tout dit, l'anamorphose c'est la tâche, c'est vrai, c'est une anamorphose, mais c'est une anamorphose qui montre une autre anamorphose, à savoir le dispositif de la crucifixion qui est distordu et distordu. Et chacun dans ce monde, finalement, où la bonne forme du tableau, la crucifixion c'est la bonne forme du tableau, chacun dans ce monde qui n'a plus sa bonne forme doit inventer sa forme et son contour. C'est un peu la grande leçon de la Renaissance, et ce tableau, je me permets des rapprochements peut-être un peu hâtifs, serait l'illustration de cette phrase magnifique par quoi Pico de la Mirandole, à 24 ans, propose ses 900 conclusions. Il imagine que Dieu parle à sa créature, et Dieu dit à Adam, « Ô Adam, nous ne t'avons fait ni forme, ni visage qui te soit propre, afin que ta forme et ton visage, à la manière d'un peintre de talent ou d'un potier habile, tu puisses le sculpter et l'obtenir par toi-même. À la différence des autres créatures vivantes dont la nature est bridée, nous ne t'avons fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel, etc., etc. » Voilà, au fond, ce qu'est le mélancolique. Personne ne parle de manie. Et quand Erasme fait l'éloge de la manie, ce n'est pas la manie des schiroles, ce n'est pas la manie des psychopathologues. Bien sûr que non, ce n'est pas l'hyperagitation de ces pauvres enfants que l'on drogue à tour de bras de nos jours, c'est l'inspiration. Il faut bien comprendre que la manie chez Erasme, c'est l'inspiration. Alors le mélancolique nous revient à un moment où aucun texte ecclésiastique, aucun texte juridique ne peut se présenter comme le miroir du monde, et sur cette défection du miroir, le sujet est pris dans un ravissement dont il se sort peut-être par l'établissement des cartographies, mais qui le propulse jusqu'à l'élan de l'invention de sa propre métaphore. Le mélancolique, à cet égard, redevient un génie. Merci.